Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Egon Pragel ce soir, je suis heureuse de retrouver sur cette chaîne YouTube pour son dernier livre, OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone. C'est la suite, Egon, bonjour, c'est la suite de celui que tu avais juste avant sur la Bonjour Joël. bombe. Oui, en fait, c'est le troisième volet d'un triptyque, d'une saga, hein, qui a commencé avec OVNI, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas. Ensuite, il y a eu le second, c'est OVNI, sommes-nous en danger. Et puis là, c'est le troisième, c'est OVNI, les rencontres qui défient le Pentagone et le FBI. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on en a beaucoup parlé des ovnis ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé le 26 juillet 2023? Le 26 juillet 2023, ouais, de toute façon, si tu veux, il s'est passé des tas de choses. Le mois de juin et de juillet, ça a commencé en fait en juin, hein. C'est quand un ex-officier du renseignement qui s'appelle David Grush a donné une interview au magazine qui s'appelle le Debrief, et ensuite à une chaîne payante qui s'appelle News Nation. Et c'est un sacré personnage avec un pédigré absolument, tu vois, très bluffant. Euh, c'est un ancien militaire qui a été incroyablement décoré pour ses missions en Afghanistan. Et puis, c'est surtout un ex-officier du renseignement qui a travaillé 14 ans dans le renseignement. Et en fait, il a quitté le renseignement pour redevenir un lanceur d'alerte, hein, ce qu'on appelle un whistleblower en anglais. Et donc, il a déclaré frontalement, hein, de façon presque décontractée, que le gouvernement américain possédait un objet volant non identifié, c'est-à-dire enfin, dont l'origine était non identifiée, visiblement un objet volant exotique qui venait d'ailleurs. Et plus que ça, il a assuré que le gouvernement, en fait, possédait aussi, selon ses termes, du matériel biologique non humain, c'est-à-dire visiblement des corps d'ufonautes, c'est-à-dire des pilotes, hein, de ces objets qui aussi visiblement viennent d'ailleurs. Donc, écoute, ça a fait un remue, enfin, ça a remué beaucoup de choses et ça a fait un remous incroyable dans les couloirs du pouvoir à Washington. Et donc, suite à ça, il y a eu pour la première fois, en fait, une session, hein, une session au Congrès américain, à Washington, et où trois, je dirais, acteurs de cette ufologie moderne ont été auditionnés et sous serment. Donc, David Grush était là. Et puis, il y avait David Fravor, qui est un ancien commandant de la Navy, pilote émérite, qui lui avait traqué un objet volant très étonnant au large de San Diego. C'était le 14 novembre 2004, hein, lors d'un entraînement militaire comme ça un peu clandestin où il s'est passé une chose absolument incroyable à l'époque, c'est-à-dire que il y avait un porte-avions, hein, le Nimitz, un porte-avions nord-américain à propulsion nucléaire, donc qui faisait un exercice d'entraînement, et cet exercice a été interrompu par les opérateurs de bord parce qu'ils avaient repéré des objets, absolument un essaim d'objets selon leurs termes, des objets qui se comportaient de façon complètement étonnante, avec des déplacements erratiques, et qui étaient capables de passer de 18 000 mètres d'altitude dans une seconde à 15 mètres au-dessus des flots. Voilà. Donc David Fravor a été auditionné sous serment. Et puis nous avons un troisième militaire, ex-pilote, qui s'appelle Ryan Graves, qui a aussi, voilà, qui se sont exprimés les trois de façon transparente sur la réalité du phénomène OVNI. Alors, tu dis un seul corps, et les extraterrestres sont Lui, David Grush parle de matériel donc biologique non humain. Il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas de détails si on a un, deux, trois ou plusieurs corps. Lui dit de toute façon, on a récupéré, visiblement le gouvernement a récupéré
un ou plusieurs objets, hein, et avec du matériel biologique non humain. On n'a pas le détail. Il n'a pas pu. Ce qui était un peu frustrant, hein, pour les grands amateurs de mystère du ciel, c'est que il n'a pas pu fournir de preuves à ce moment-là en disant que de toute façon c'était impossible parce que ces documents sont classés secret défense. Donc pour l'instant, voilà, il n'est pas habilité à le faire. Mais il a dit qu'il était absolument prêt à révéler l'existence de ces documents aux enquêteurs, et ainsi que les noms de personnes qui, qui participent justement aussi à visiblement un groupe occulte qui est censé en fait examiner, hein, ces vaisseaux et pour en tirer avantage, qu'on appelle faire de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire voilà, pour essayer de capter une nouvelle technologie, ou une technologie qui semble supérieure à la nôtre, et d'en tirer avantage. Est-ce que Michael Nermé en fait partie de ces gens-là? Pour l'instant, il faut rester prudent. C'est-à-dire que on a ces déclarations. Enfin, moi, j'essaie de rester vraiment factuel et de se dire bon, on a les déclarations de David Grush, de David Fravor, de Ryan Graves, mais il n'y a pas de nom pour l'instant, hein. Aucun nom n'a été mis sur la table de façon, je dirais, définitive. Donc, je crois qu'il faut attendre. On est en train de vivre une saga, hein, avec des épisodes, il y a des tas de rebondissements, donc euh, allons-y pas à pas. D'accord, alors tu as dédicacé ce livre à Claude Seignol. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? Ah, Claude Seignol était un homme absolument magnifique. C'est pour moi le plus grand fantastiqueur français, c'est-à-dire que c'est un auteur absolument incroyable qui a écrit, pour moi, un des plus beaux romans français que je connaisse, qui s'appelle Marie la Louve. Il a écrit un autre roman qui s'appelle La Malvenue, qui a une histoire insensée, que je te raconterai tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Claude Seignol a commencé très très jeune une carrière, je dirais, de vagabond des routes pour recueillir des tas si tu veux, recueillir toutes les légendes du terroir français pour pas que ça tombe dans l'oubli. Et il a fait un travail considérable. Il a écrit ce qu'on appelle des folklores. Alors, un folklore de Provence, par exemple, un folklore de la Sologne, un folklore du Hautpois. Ce sont des sortes de grimoires dans lesquels il a inventorié toutes les légendes et aussi tous les us et coutumes, hein, par exemple de la Provence, comment se passait la naissance, comment se passait le mariage à l'époque, comment se passaient les enterrements, quel était le rapport à la mort, comment on se soignait, le folklore de la nature, ce que représentaient les animaux, hein. Il a fait un travail absolument considérable. Et puis il a écrit donc ces deux romans et des tas de nouvelles. Euh, c'était un homme qui était fasciné par le fantastique et qui m'a beaucoup apporté. C'est-à-dire qui m'a appris d'abord à ne pas avoir peur de ces faits maudits, hein, qui émaillent notre histoire, ces faits maudits sur lesquels la plupart, on va dire, des journalistes ou des enquêteurs refusent, si tu veux, d'affronter. Lui me disait, il y a là quelque chose d'absolument incroyable sur notre histoire, sur nous, qui peuvent nous renseigner, voilà, qui est un miroir de notre histoire humaine. Euh, et il avait toujours 1000 anecdotes. La dernière anecdote qu'il m'a confiée, justement, c'était par rapport à La Malvenue, son roman La Malvenue. Il m'a raconté, je vais te raconter cette anecdote parce que elle était absolument incroyable. Il m'a raconté que l'appartement dans lequel il vivait à Paris à l'époque, donc c'était un petit appartement qu'il avait lui aménagé, et il avait écrit donc ce roman dans une pièce de cet appartement qui était son petit bureau. Un jour, il a des amis qui viennent chez lui et qui lui disent: Waouh, c'est incroyable, tu vis ici, mais tu sais que c'était l'appartement d'une personne très très connue, hein, c'est d'une actrice très très connue, enfin des parents de cette actrice, de Martine Carole. Et l'endroit où tu as écrit La Malvenue, en fait, c'était la chambre de la petite Martine Carole. Voilà. Et Claude,
l'œil brillant m'a dit, et tu sais, ce que je vais te raconter, c'est tout à fait officiel. Martine Carole avait lu La Malvenue et elle avait décidé d'en faire un scénario parce qu'elle voulait absolument voilà, le porter à l'écran et jouer à l'intérieur de ce film. Et Martine Carole est décédée en lisant La Malvenue. C'est-à-dire que son cœur s'est arrêté. On l'a trouvé visiblement dans son lit avec La Malvenue, ce livre ouvert, qui avait été écrit dans cette pièce qui était sa chambre de petite fille à l'époque. Voilà, il y a toujours des choses absolument étranges, une sorte de connexion. Hein, le mystère, ce qui nous semble mystérieux en fait est peut-être extrêmement régi par un ordre. Il y a sans doute un ordre dans ce désordre du mystère. Donc lui, il nous a quittés à peu près en quelle date, en quelle Et, année? il nous a quittés à l'âge de 101 ans. Claude a vécu une vie absolument magnifique. C'était un personnage. J'adorais passer des moments avec lui, j'adorais. Souvent, mon téléphone sonnait, c'était Claude, c'est Claude, Yoann, j'ai plein de choses à te raconter. Et il me racontait des milliards d'anecdotes. Il avait connu Giono. Enfin, chaque fois, c'était absolument incroyable. C'était un homme d'une richesse et très, très drôle, avec un humour d'une grande intelligence. Il avait aussi il avait une collection absolument insensée de manuscrits et de lettres originales, tu sais. Et un jour que j'étais passé le voir chez lui, à Châtenay-Malabry, il avait ouvert un placard, il m'avait mis entre les mains des classeurs, il avait enlevé des lettres, et j'avais entre les mains des lettres de Rimbaud, entre les mains des lettres de Victor Hugo. Voilà, c'était quelqu'un d'insensé, de plein de surprises, et que j'aime encore profondément, que j'aimerais toujours. Voilà. J'ai pensé à lui en écrivant ce livre parce que je me suis dit c'est un des livres les plus insensés que je propose parce que ce livre parle de rencontres avec des êtres totalement ahurissant. C'est une véritable giboulée d'être baroque. Hein. Euh, et je me suis dit, c'est fou. Mais je repensais à Claude qui me disait, il ne faut jamais avoir peur hein, de pétrir cette matière première qu'est le mystère. Il faut vraiment y aller. Et c'est un conseil précieux que je porte dans le petit coffre de mon cœur. Voilà. Dans un des derniers chapitres de ton livre, tu parles justement des ufonautes, un exotique conte de fées. Donc ça ressemble un petit peu à ce que te racontait ce monsieur-là. Absolument, absolument. Mais il racontait, il y a un très beau livre, le dernier livre qui m'est envoyé, parce qu'il m'envoyait tous ses livres, hein, je recevais régulièrement, enfin moi j'en avais acheté, j'en avais trouvé beaucoup chez les brocanteurs, mais ces livres ont été régulièrement réédités, et chaque fois j'avais un paquet dans ma boîte à lettres, et le dernier livre qui avait été réédité s'appelle Invitation au château de l'étrange. Et il raconte d'ailleurs une anecdote absolument incroyable. Il raconte qu'il avait croisé sur une plage un soir un monsieur qui promenait ce qui semblait être un enfant, mais qui n'était pas un enfant en fait, hein, qui était une sorte de créature incroyable. Et voilà. Et Claude trouvait ça presque naturel, lui qui avait infusé dans le mystère et dans l'étrange. Il le raconte le plus factuellement du monde, mais sans sembler voilà, déboussolé ou décontenancé par ce genre de choses. Donc j'ai essayé de faire pareil, c'est-à-dire que j'ai essayé de retrouver des tas de cas comme ça, de témoignages hein, de tas de personnes autour du monde qui disent avoir rencontré des êtres sur lesquels butent hein, toutes nos possibilités d'explication. Et j'ai fait comme Claude, c'est-à-dire j'ai décidé de vous raconter ces histoires de la façon la plus factuelle, absolument sans exprimer ni sidération, ni surprise, ni inquiétude. Voilà, le plus factuellement possible, ce que faisait Claude de façon absolument magistrale. Est-ce qu'il y croyait, lui, aux ovnis? Oui, oui, j'avais abordé le sujet avec lui et Claude était, c'était à la fois un sorcier, un magicien magnifique et puis surtout quelqu'un qui maniait extrêmement bien la dialectique. Hein. Et je me souviens il m'avait dit de toute façon tout ce qui est de l'ordre du mystère est intéressant. Et il m'avait rajouté cette phrase que j'ai mis dans ma préface que j'adore, où il m'avait dit, tu sais, j'ai l'habitude du mystère parce que toute ma vie
hein, j'ai manipulé des vipères en croyant que c'était des couleuvres. Et j'ai adoré cette phrase. Il n'avait pas peur des serpents. Il n'avait pas peur des serpents, absolument pas. Il a écrit enfin, si vous voulez lire les livres de Claude Seigneul, il y a ses romans, il y a ses nouvelles, La Nuit des Halles, c'est absolument incroyable, où il est sur les traces d'histoires absolument incroyables, sur les traces de Gérard de Nerval, par exemple, hein, poète dément à redécouvrir ou découvrir si les gens ne connaissent pas Gérard de Nerval, qui est en plein dans le mystère aussi, hein. Et il a écrit un énorme volume qui s'appelle Les Évangiles du diable, où il a fait un travail incroyable, considérable. Il a recueilli dans de nombreux tours de France, comme ça. Il m'expliquait que les premiers tours de France qu'il faisait, il les faisait pratiquement à pied ou à vélo. Et il rencontrait toutes les personnes âgées, hein, qui avaient encore en elles toute la beauté, hein, des histoires anciennes. Et il a écrit toutes les histoires qu'il a pu recueillir sur le diable. C'est un incroyable grimoire avec toutes les légendes, toutes les superstitions. C'est un livre absolument incroyable. Alors, dans ton livre, tu relates 56 rencontres avec des extraterrestres qui défient le Pentagone et le FBI. Tu démarres dans les années 54, enfin les vagues des années 50. Oui, Et pourquoi en tu... 54, on a vécu. Alors, toi, tu es sans doute au courant, Joël, mais c'est-à-dire que pour ajouter du mystère au mystère, on découvre en fait que ces mystérieux objets célestes se manifestent par vagues, c'est-à-dire que il y a des périodes comme ça où on en voit de façon massive, et puis ensuite ça disparaît. Et une des premières vagues que nous avons connues en France, hein, dont on a gardé des tas de traces, hein, la chronique en garde un témoignage absolument insensé, c'est la vague, ce qu'on appelle la vague de 1954, qui s'est passée à l'automne 54, entre septembre, octobre et novembre. Euh, et il n'y a pas un article de presse, de journaux de l'époque, moi j'en ai plusieurs, qui ne parlent pas qui n'évoquent pas, hein, ces mystérieuses rencontres. À l'époque, tous ces journaux comme Noir et Blanc, comme Combat, et les journaux classiques comme François, euh, consacrer leur couverture à cette vague. Il y a des tas d'histoires voilà, de martiens, parce que en 54, en fait, les Français médusés découvraient l'existence des soucoupes volantes et des martiens. Voilà. Ouais, donc jusqu'à 60 apparitions par jour. Les Oui, États-Unis avaient eu en 1947 une vague presque aussi importante. aux États-Unis, absolument. En C'est aux États-Unis. 47. En 47, les États-Unis, oui, oui, ont connu une vague. Et d'ailleurs, c'est absolument inscrit dans l'histoire parce que le 24 juin 1947, par exemple, on a un pilote civil qui s'appelle Kenneth Arnold et qui va apercevoir 9 objets sur les contreforts enneigés du Mont Rainier, hein, dans l'État de Washington. Et, il va trouver que ces 9 objets se déplacent d'une façon incongrue. C'est-à-dire, d'abord, il va dire, ils se déplaçaient comme la queue d'un cerf-volant chinois, c'est-à-dire qu'ils ondulaient, ils se déplaçaient en ondulant. Et puis, il va donner une interview, hein, il va revenir assez choqué lorsqu'il va se poser chez Alice, son l'aéroport ou sa destination finale. Et cette interview va faire le tour du pays, absolument le tour du pays. Et les journalistes qui vont être piqués de curiosité hein, par ce que raconte Kenneth Arnold euh, vont faire une mauvaise interprétation. C'est-à-dire que Kenneth Arnold va dire j'ai du mal à décrire la façon dont ces objets se déplaçaient. Si vous prenez une soucoupe et que vous la jetez à la surface des flots, vous voyez, elle va rebondir. Et ces objets se déplaçaient de cette façon. If you take a saucer hein, la soucoupe, et que vous la jetez, et en fait, les journalistes vont penser que le terme saucer définissait la forme de l'objet et non hein, la manœuvrabilité particulière de l'objet. Et dès le début juillet, hein, dès le 6-7 juillet, on va voir fleurir à la une des journaux, des quotidiens nord-américains, euh, fl- euh, Flying saucers are in our skies. Voilà, des soucoupes volantes sont dans notre ciel. Et le fait c'est un fait extrêmement important parce qu'en fait, Kenneth Arnold a donné corps sémantiquement
à ce phénomène. Et dès l'instant où le phénomène existe et peut s'intégrer dans notre lexique, on peut absolument en parler, on peut l'enquêter, on peut en faire ce qu'on veut, et puis on voit à quel point il est rentré dans notre culture, puisque le cinéma s'en est emparé, la littérature de fiction s'en est emparée, et puis sont nés les ufologues, etc. 47, c'est aussi l'histoire de Roswell, hein. Ouais. Roswell, donc ça a été une énorme vague en 47 aux Ouais. États-Unis. Et donc en 54, il y a un journaliste qui s'appelait sûrement René Terrier et qui écrit dans Le Libertaire du 4 novembre 54, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il existe pourtant des gens qui y croient. Comme la Bible, les soucoupes volantes ont toutefois un mérite. Grâce à elles, à la légende dont on les auréole, les cinglés sortent leurs coquilles. Les soucoupes nous permettent de démasquer, d'identifier tout ce que notre douce France compte de tarés, d'hallucinés, de refoulés et de persécutés mentaux. Alors ils marchent tous en bloc, les pauvres pupilles de province, et d'ailleurs, panique, lâcheté, angoisse, tous les réflexes poltrons se déchaînent sans pudeur. Ils disent que c'est l'alcoolisme. À ton avis, à notre époque, c'est pas la fumette qu'on va nous dire qu'on a. Bon, heureusement, ça change un peu depuis peu. Bah, justement, enfin, depuis la reconnaissance du phénomène. Ce qui peut dire que moi, j'ai coutume de dire, voilà, les ovnis ont quitté, qu'on le veuille ou non, le domaine du paranormal, hein. Le paranormal, c'est ce casier foutraque où on entasse pêle-mêle tout ce qui n'est pas censé exister. Or, depuis la reconnaissance officielle d'abord du Pentagone, hein, en juin 2021, le Pentagone a rendu public un rapport préliminaire de 9 pages en reconnaissant la réalité du phénomène, en disant il y a dans notre ciel hein, des objets dont on ne sait rien. Voilà. Alors, C'est-à-dire que nos médias, nous, est-ce qu'ils ont relayé l'information? comment? Oui, oui, absolument. Oui, oui, il y a eu, oui, bien sûr, il y a eu, par exemple, je me souviens, ça a fait la couverture d'un magazine très sérieux, dont j'ai oublié le titre qui va me revenir, où il y a eu 7 pages. Non, non, ça a été absolument répercuté à la une de beaucoup de journaux. Euh, tout comme euh, tout comme l'histoire de David Grush, quand on voit les, Et à la télé, moi, je sais pas, j'ai pas la télé. Est-ce que tu crois que ça a été relayé oui, aussi? absolument, absolument. On en a parlé de façon un peu plus sérieuse. Bon, il y a toujours du colibé dans l'air, hein, c'est-à-dire que on voit, ils peuvent pas s'empêcher de mettre en fond sonore l'indicatif de X-Files Ouais, je fais les mêmes conneries, donc. mais par contre, ça ne fait plus, ça ne fait plus rire de façon, enfin, ça ne fait plus ricaner. Ou fini les mots dubitatifs. Aujourd'hui, on se pose des questions. C'est-à-dire que, si tu veux, jusqu'en 2021, on va dire que le, la conclusion officielle hein, des commissions qui s'étaient penchées sur le phénomène, c'était les ovnis n'existent pas. Ou alors, enfin, c'est-à-dire que ça n'existe pas, c'est vraiment des mauvaises interprétations de phénomènes naturels, ou alors c'est des gens qui sont bourrés, qui sont ivres-morts, ou alors ainsi de suite. Donc, les gouvernements avaient décidé de ne plus faire d'études là-dessus en disant c'est inutile voilà, d'investiguer davantage. Et puis on s'est rendu compte que en fait, les hautes instances avaient menti parce qu'elles avaient mené en coulisses hein, des enquêtes clandestines, et notamment au Pentagone, voilà, l'annexe C au cinquième étage du Pentagone. Et puis, c'est pour ça que le Pentagone a dû s'exprimer. Et là, on est passé de les ovnis n'existent pas à les ovnis sont une réalité. La grande question aujourd'hui, évidemment, c'est quelle est la nature intrinsèque voilà, de ces objets. C'est-à-dire, est-ce que c'est un belligérant, hein, un ennemi qui maîtriserait cette technologie absolument incroyable? Alors, est-ce que c'est la Russie, la Chine, hein, par rapport aux États-Unis, l'Amérique? Est-ce que ce serait un phénomène multidimensionnel, puisque la mécanique quantique aurait tendance à nous dire que nous ne vivons pas dans un univers, mais dans un multivers. Donc voilà, on peut penser qu'on vit dans 11 brans différents, c'est-à-dire 11 dimensions accolées les unes aux autres. Peut-être qu'il y a une forme d'énergie qui est capable de passer
voilà, d'une dimension à l'autre. Est-ce que ça vient du futur? Est-ce que ce sont nos pères? Est-ce que ce sont nos enfants qui, dans un futur proche, maîtrisent le voyage dans le temps et reviennent vers nous voir. Enfin, toutes les hypothèses, aussi loufoques soient-elles, sont sur la table et méritent de toute façon d'être entendues et d'être débattues, puisque de toute façon, nous sommes dans un mystère le plus complet concernant la nature intrinsèque de ce phénomène. Donc, on ne va pas jusque dans les années 50. On disait que c'était une psychose collective. Ça, Oui. ça. Bon, il y a toujours quelque part, il y a toujours des détracteurs encore aujourd'hui qui vont invoquer l'hypothèse de la psychose collective, hein. Mais si on lit le rapport préliminaire du Pentagone, hein, c'était extrêmement intéressant parce qu'il nous parle, les experts militaires se sont penchés quand même sur 144 cas, donc 144 objets qu'ils ont vus. Euh, ils n'ont pu identifier qu'un seul de ces objets, qui était visiblement un ballon météo qui se dégonflait, mais le reste, ça reste extrêmement mystérieux. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils nous disent que d'abord, ce sont des physical objects, donc ce sont des objets physiques, hein, et qui ont été détectés par un matériel extrêmement sophistiqué, un matériel infrarouge, etc. Donc, on n'est plus dans le mirage. Tu vois, on ne parle d'objets physiques. Donc, petit à petit, nous faisons des pas vers peut-être quelques éclairs de lumière concernant ce dossier. Alors, tu décris dans ton livre les cas d'Antoine Barrot et de Lucette Leleuf en ce qui concerne la France. Lucette Leboeuf, c'est un cas génial, oui. Oui. Lucette Leboeuf, elle promenait Sur le son port. petit chien qui était un cocker noir, et elle venait de fleurir la tombe familiale, et puis elle avait décidé, il y avait un chemin comme ça qui quittait le cimetière, elle avait décidé de cueillir des mûres, et son chien est tombé en arrêt, devant visiblement ce qu'elle a pris, elle, pour un épouvantail. Et le chien avait le poil hérissé, s'est mis à hurler. Et au début, elle a même grondé sa chienne en lui disant, enfin, ne sois pas stupide, c'est un éventail, un épouvantail. Et puis cet épouvantail s'est animé. Et cet épouvantail s'est dirigé vers elle, et elle a été vraiment prise de frayeur. Elle s'est jetée dans un bosquet, et elle a eu le temps d'apercevoir un objet en forme de soucoupe, comme une espèce de toupie, comme ça, d'enfant, voilà, qui est parti à la verticale. Et ça a été un cas assez enquêté parce qu'on a trouvé à l'endroit où elle disait avoir vu cette soucoupe, on a trouvé voilà, des traces circulaires, des branches avaient été brisées sur les arbres alentours. Enfin, c'est un cas absolument incroyable. Et il y en avait tous les jours des cas comme ça. Il faut savoir qu'entre septembre, octobre, novembre, c'était une pluie, hein, de témoignages. On passe dans les années 60 avec en 61 les époux Hill et Ah leur oui. elle. Ils ont encore une histoire de chien là. Ah oui, Euh, oui. Oui, ouais. oui, alors ça, c'est vraiment un cas plus qu'emblématique parce que c'est le cas fondateur de ce qu'on a appelé les enlèvements, hein. C'est le cas de Betty et Barney Hill. C'est un couple interracial qui s'est marié et qui n'a pas eu le temps, en fait, de partir en honeymoon, en lune de miel, et donc qui ont décidé de s'offrir un voyage bien des mois après leur union. Et lors de leur retour, ils ont visité les chutes du Niagara, ils sont allés jusqu'au Canada, et puis lors du voyage de retour, en fait, à un moment, sur une route, ils ont aperçu une lumière. Enfin, c'est Betty qui va apercevoir d'abord une lumière et qui va dire à Barney, il y a quelque chose de bizarre dans le ciel. Et puis, il s'avère que ça va être un objet, hein, qui va à un moment donné bloquer la route. Et, ils vont, bon, évidemment, ils vont sombrer dans un état de panique total, mais ils vont avoir ce qu'on appelle un blackout, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont recouvrer leur conscience, ils seront à des kilomètres de cet endroit, et ils vont être extrêmement perturbés en se disant comment avons-nous pu conduire, hein, sur plusieurs dizaines de kilomètres enfin, sans en être vraiment conscient.
et ils vont être placés, enfin, à partir de là, leur vie va devenir extrêmement difficile parce que ils vont être vraiment hantés par des cauchemars, ils vont avoir des espèces d'images comme ça qui vont ressurgir, d'êtres bizarres. Ils vont être placés sous hypnose régressive et là, ils vont raconter visiblement ce qu'ils ont vécu. Ils auraient été enlevés hein, dans ce vaisseau par des petites créatures qui auraient, qui leur, il leur aurait infligé voilà, des tests assez humiliants. Oui, Euh, alors tout ça, c'est dans ton livre. Mais justement, quand on lit cette séance d'hypnose qu'ils ont fait, là, les époux Hill, ou Hill, je sais pas comment on dit, il semblerait qu'ils aient reçu des... Enfin, on leur ait prélevé des choses sur des bras, etc. Est-ce qu'il y avait des séquelles sur leur corps? C'est-à-dire, est-ce que c'était visible sur leur corps? C'est pas ça. oui, alors il y avait des séquelles, enfin il y avait des traces étonnantes sur la robe, par exemple, de Betty. Il y avait des traces sur la voiture, sur le coffre de la voiture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont senti comme des espèces de vibrations, comme si quelque chose appuyait sur le coffre de la voiture et il y avait des traces concentriques. Et, et Barney a expliqué en posant une boussole sur ces traces, la boussole perdait le nord, c'est-à-dire que l'aiguille s'affolait, tournait en rond. Oui, il y avait. Alors, en 64, aux États-Unis, le fermier Gary Telbert Wilcox nous parle d'humanoïdes bavards qui se posent des questions sur l'agriculture et qui piquent des sacs d'engrais en disparaissant. Ça, c'est fou parce que on se demande ce qu'ils sont venus chercher. Oui, oui, absolument. Bah, chez nous, par exemple, un des cas les plus emblématiques français, c'est celui de Valençol, et qui s'est passé le 1er juillet 65 hein, à Valençol, en Haute-Provence. Et on a là un lavandier, hein, un agriculteur qui s'appelle Maurice Mas, qui voyait une partie de ces plants de lavandin un peu saccagés. Enfin, visiblement, il y avait des mains délicates qui prélevaient hein, des plants de lavandin. Donc, il s'était un peu embusqué très tôt le matin du 1er juillet et il est tombé sur une espèce de vaisseau en forme de ballon de rugby, comme ça, et puis deux petits êtres qui étaient penchés sur ces plants de lavande. Et en me penchant sur la chronique, hein, sur cette chronique ufologique, j'ai trouvé plein de cas, tu as vu, donc j'ai inventorié plein de cas. Il y a le cas de Madame Beignet qui était en train de ranger, c'est un de mes cas préférés, qui était en train de ranger ses oignons et qui a entendu un bruit dans la cour, qui est sorti en tenant son tablier à l'intérieur dans lequel il y avait des oignons. Et il y avait deux petits êtres très bizarres qui se sont jetés sur ces oignons et qui se sont engouffrés dans cet objet, enfilés à la vitesse de l'éclair. Et on nous dit que Madame Beignet, qui était une dame extrêmement respectée et respectable, a eu si peur. C'est le curé du village et le maire disent que on ne peut que la croire. Elle a été si choquée qu'elle est restée alitée pendant une semaine. Voilà. Donc, Ouais, alors ces fameux humanoïdes demandent à cet agriculteur, Gary Telbert Wilcox, et ils lui demandent plein de trucs sur l'agriculture, et puis ils disent qu'ils ne viennent que tous les 2 ans. absolument. Alors, on rejoint un petit peu, là, je rejoins un petit peu le constat d'un de nos premiers enquêteurs, d'un de nos premiers ufologues qui s'appelait Aimé Michel, qui est un personnage absolument magnifique. Il faut relire Aimé Michel, c'était un penseur fulgurant, à la fois philosophe. Et Aimé Michel s'était penché beaucoup, par exemple, lui, sur la vague de 54. Et sa conclusion, c'était que ce phénomène était un festival d'absurdité. C'est ainsi qu'il avait baptisé ce phénomène. Et je ne suis pas loin de le penser. En l'état de nos connaissances humaines, il y a une anecdote que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est Jean Cocteau, qui était très ami avec Aimé Michel, qui lui a dit un jour, mais tu sais, il faudrait que tu cherches peut-être l'ordre hein, caché dans le désordre. Et je pense qu'on a du mal aujourd'hui, nous, dans l'état de nos connaissances, par rapport à nos capacités cognitives, peut-être de voir un ordre dans ce désordre. Mais c'est vrai que ça semble complètement fou de tomber sur deux petits humanoïdes. C'est le cas de Gary Wilcox hein, dans l'État de New York. Il tombe sur deux petits humanoïdes qui semblent fascinés par les travaux agraires, comment il laboure son champ, euh, quelle est cette étrange matière qui met dans les sillons, hein, donc de l'engrais, de fertilizer, comme on dit en Angleterre, et Gary Wilcox va dire, j'ai vu qu'ils étaient très intéressés par ça. Une fois qu'ils sont partis, j'ai décidé, à l'endroit où il s'était posé, de poser un énorme sac d'engrais
peut-être que voilà, ils en auraient envie. Et il dit que je suis retourné quelques heures plus tard et le sac avait disparu. Oui, mais ils ont pris beaucoup d'autres choses, de l'essence, enfin du pétrole. Ah oui, moi je les appelle, c'est-à-dire je posais la question en disant est-ce que, de façon ironique un petit peu et gentille, c'est une coquetterie d'auteur, en disant est-ce que ce sont des pilleurs euh, ou des explorateurs? Parce que nous Non, faisons la même chose. Lorsque nous avons été explorés, enfin, quand on voit ce qu'on a fait par exemple au Nouveau Monde, hein, quand on est arrivé, on a passé notre temps à piller tout ce qu'on trouvait. Et en même temps, au moins ces humanoïdes, ces ufonautes n'ont pas été belliqueux, alors que nous l'avons été énormément parce que nous avons éradiqué hein, les Amérindiens d'une façon absolument lamentable. Mais on a tout pillé. Puis tout ce qu'on découvrait, c'est quand même depuis notre arrivée, depuis que les Européens ont mis le pied au Nouveau Monde, qu'on a eu la tomate, la pomme de terre, le chocolat, etc. Donc, on n'a fait que ça sans compter l'or, l'argent qu'on a, voilà, qu'on a violemment volé. alors, en 74, il y a eu quand même dans une émission Pas de panique, Jean-Claude Bourret qui interrogeait, qui discutait avec le ministre de l'Armée de l'époque. En ce moment, là, on n'a pas trop ça à la télé, quand même, des discussions entre des ufologues et le ministre de Non. l'Armée et de la Défense. Ah, Jean-Claude Bourré a fait un travail exemplaire. Vraiment, moi, je lui rends grâce tous les jours. C'est-à-dire que il faut remettre dans le contexte. Hein, à l'époque, Jean-Claude Bourré est le journaliste vedette. Hein, c'est lui qui présente le journal de 20 heures. Et il n'a pas, il, avec un courage absolument incroyable. C'est-à-dire que lui, enfin, il m'avait raconté que c'était une observation sur l'aéroport de Turin voilà, qui l'avait absolument étonné et qui l'a fait plonger hein, absolument dans ce dossier. Et après, il a été un magnifique ambassadeur de ce dossier, c'est-à-dire que Jean-Claude Bourré nous a tenus en haleine et au courant de tout ce qui se passait. Il a écrit des livres à l'époque qui sont des livres qui sont dans ma bibliothèque et que je relis souvent. Effectivement, et il a réalisé cet exploit absolument incroyable en interviewant hein, le ministre de la Défense de l'époque, qui lui a dit que c'était un sujet intéressant sur lequel il fallait se pencher de façon scientifique. Mm. C'est-à-dire qu'on sortait, tu vois, par exemple, tu citais cet extrait de presse de l'année 54 que j'avais retrouvé et que j'ai trouvé absolument incroyable, où vraiment les journalistes disaient que de toute façon, c'était tous les piquets et les fous de France. Et là, quelques années plus tard, on a un ministre de la Défense qui dit non, non, voilà, il faut appréhender ce sujet de façon pragmatique et scientifique. Ce qui a été un peu un choc à l'époque. Hein. Années 74, il y a beaucoup de choses. Mexique, Pascagoula, 74 en France, dans l'Aisne, une femme a été obligée d'avaler une friandise. Mais C'était un homme qui était en mobilette et qui est tombé sur deux personnages qui portaient des espèces de boîtes carrées enfin des casques carrés, très étranges, et qui l'ont bloqué. Ils l'ont bloqué parce qu'il était en mobilette et qui l'ont obligé à ingérer un truc. Voilà, c'est une histoire très, très étrange. Ce témoin a été extrêmement traumatisé, il faut le savoir. il y a aussi la cassette audio retrouvée en 1981 par un cheminot dans un train reliant Geneviève à Parbon, je ne sais plus, Barbour. Ah, ça, c'est un cas absolument incroyable. Ça s'est passé parce que c'est un cas qui s'est passé dans une base militaire espagnole, à Talavera la Real. C'était en novembre 76 en Espagne. Et là, on avait deux sentinelles voilà, qui étaient en faction, comme d'habitude tous les soirs, et qui ont entendu un bruit bizarre et qui ont vu un objet apparaître. Et de cet objet est sortie une créature de 3 mètres, mais qui semblait comme un hologramme, en fait. Et un autre soldat les a rejoints. Ils ont tiré au fusil mitrailleur sur cette silhouette. Il ne s'est rien passé. Enfin, la silhouette a disparu dans un flash. Mais ce qui est très très étrange, c'est qu'on n'a retrouvé aucune douille, hein, aucune balle. Et cette créature était en face, enfin, est apparue en face d'un mur, d'un des murs de la base militaire, et il n'y avait aucun impact de balle sur. Est-ce que c'est le cas de Tavla en Espagne?
Et c'est le cas de Talavera la Real, absolument. Parce que là, il y a un chien carrément qui a été carbonisé. Absolument, oui, tout à fait. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Quand on lui a dit qu'il rêvait, il a dit, ben non, le chien, il est bien carbonisé. Oui, tout à fait. Non, non, c'est un cas absolument. Et le principal témoin a, a souffert d'effets secondaires extrêmement dommageables, hein. Il est devenu aveugle pendant un moment, il a été hospitalisé pendant des mois. Euh, non, c'est une histoire absolument étonnante, dérangeante, et dans une base militaire. Là, voilà, c'est pas ce qu'on va dire, ouais, ce sont des joyeuseries qui ont fumé la moquette un soir ou qui ont forcé sur l'apéritif. Non, non, là, nous avons des soldats en faction dans une base militaire espagnole. Oui, c'était marqué classé secret défense dans les années 80. C'est l'année de désintégration de la navette Challenger. Il y a eu 7 morts en 86. En 80, on voit que ça se déplace, hein. Ils sont plus en Amérique et en Europe, ils sont en Argentine. Après, Mhm. ils passent au Brésil. Après, je veux dire, on a l'impression quand même qu'ils visitent la Terre entière. Ah, de toute façon, c'est un phénomène global, parce que quand on se penche justement sur cette matière première ufologique, on se rend compte que, ils sont apparus, ils apparaissent partout. On a des témoignages en Chine, on a des témoignages en Australie, on a des témoignages en Afrique, on a des témoignages partout, en Est-ce qu'on en a Russie. moins, est-ce qu'on en a moins dans ces années 80, 90 et après 90? Est-ce qu'on en a moins dans les autres pays, si tu veux? C'est ça. Non, ça change en fait. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui semble évoluer. On voit l'évolution, par exemple, des engins, entre guillemets, des objets volants, entre guillemets, hein, des vaisseaux, entre guillemets. On a eu les soucoupes, hein. Après, on a eu des cigares. Après, on a eu, dans les années 80, on a eu les grands triangles de la vague belge, entre 89 et 91, ou alors au-dessus de la vallée de l'Hudson. Aujourd'hui, on a des sphères, par exemple. On a beaucoup de sphères. Donc, le phénomène évolue. Et on a beaucoup moins, par exemple, de rencontres du troisième type, hein. Ce qu'on évoquait, Là, je- comme en 54, où les gens voyaient des personnages. Et puis même ces personnages ont évolué. En 54, ce sont des tout petits personnages, espèces de petits bibendums comme ça, comme le personnage de la publicité Michelin à l'époque, qui était pas très agressif. Et puis, en Amérique du Sud, on a plus des entités qui semblent plus agressives. C'est assez compliqué, hein. C'est-à-dire qu'on, pour l'instant, on ne peut que rassembler les faits, essayer d'en tirer parfois une espèce de constante sérielle, mais pour l'instant, comme je te disais, c'est pas facile de trouver un ordre dans ce désordre. Parce que peut-être nous ne sommes pas pour l'instant équipés pour ça. Alors, en l'état de nos connaissances, nous ne pouvons que poser un œil, que dresser un inventaire, en fait, avec un œil d'observateur, voilà. Ouais, quoique dans les années 90, bon, il y a des extraterrestres au Brésil, mais en 91, c'est l'accès, on a l'accès au World Wide Web, c'est-à-dire au web, et il y a des gros progrès, il y a les OGM, la séquenciation du génome humain, c'est la création des startups, c'est la création, on parle de globalisation du nouvel ordre mondial, les pouponnières d'étoiles, les exoplanètes. On découvre les exoplanètes surtout. Mais Egon, ce que je veux savoir, c'est que on a l'impression que toutes ces données qui sont arrivées à une vitesse fulgurante, moi je me demande si ça vient pas de là-haut, quoi. Ou ces choses qu'on d'un seul coup on découvre. C'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse qu'on peut poser sur la table et on peut en discuter. Mais là, c'est toujours pareil. Je pense qu'il faut rester factuel et ne pas, tu vois. Mais c'est pourquoi pas? Pourquoi Donc, pas? c'est Est-ce qu'il y a eu, est-ce que ce contact, par exemple, c'est une question qu'on peut poser. Est-ce que ce contact a donné, c'est justement ce que visiblement défend David Grush, dont on a parlé tout au début de l'émission. C'est-à-dire que euh, lui affirme qu'il y a des groupes comme ça occultes, hein, dont la tâche est d'étudier, hein, ces objets crachés, pour en maîtriser, pour en comprendre et en maîtriser la technologie, et puis surtout pour la reproduire. C'est ça. Il y a toujours un côté
De toute façon, c'est hélas quelque chose de très humain, c'est-à-dire toujours, il y a toujours chez l'humain ce côté greedy, comme on dit en anglais, c'est-à-dire avide de posséder ce que l'autre a et ce que nous n'avons pas nous-mêmes. Et, c'est toujours triste de voir que ce serait évidemment, ce serait, je dirais, une priorité militaire pour sans doute créer des armes et un armement sophistiqué au lieu de s'en servir peut-être pour le bien planétaire et le bien général. Mais bon, Oui, c'est un il y a, autre sujet, c'est un autre débat. il y a quand même eu la perte de la vie d'un jeune officier ayant manipulé un extraterrestre. On dit que son système immunitaire était affaibli, qu'il est mort, que sa mort n'est pas élucidée. Et puis, il y a même la question d'un virus mortel venu du ciel. Ça, Mm. on peut-être la Tout à fait. solution, savoir d'où Tout venait. à fait. En 1996, c'est le cas de Varginha au Brésil, hein. C'est-à-dire que c'est un cas extrêmement emblématique en Amérique du Sud, puisqu'on l'appelle le Roswell brésilien. On a une ville qui a été le théâtre d'événements absolument incroyables. On aurait vu un vaisseau en mauvais état, hein, s'écraser, qui se serait visiblement écrasé aux abords de la ville de Varginha. Et puis, il y aurait eu des créatures hein, qui se seraient réfugiées dans la ville. Et il y a eu visiblement des chasses à l'homme organisées par à la fois la police militaire et par l'exécutif, par l'armée brésilienne. Et, et il y a ce cas d'un jeune militaire qui s'appelait Marco Elicheres, qui avait 23 ans, et qui aurait attrapé la créature à main nue, comme ça, une créature qui était visiblement malade, très très malade, qui a déboulé devant le véhicule de ce jeune policier, et il l'aurait attrapé, il l'aurait posé sur le siège arrière. Et visiblement, il y aurait eu un contact, en fait, et qui aurait été extrêmement dommageable pour ce policier, puisque dans les semaines qui ont suivi, il a développé une infection absolument terrible. Il est mort dans dans d'horribles conditions. Et les médecins qui l'ont soigné disent encore que, il avait été infecté par trois bactéries, ce qui est inconcevable en fait. Et tout à l'heure, tu parlais de ce qu'on a fait quand on est arrivé en Amérique. On leur a apporté aussi toutes nos maladies. Et il y en a beaucoup qui sont. Oui, oui, la guerre bactériologique a toujours existé. C'est comme ça on a éradiqué certaines ethnies amérindiennes en leur offrant, par exemple, avec le sourire, des couvertures dans lesquelles on avait Est-ce que de c'est pour ça morts que de variole. est-ce que c'est pour ça que les extraterrestres sont toujours avec des combinaisons, des gants? C'est pour se protéger de nous, peut-être aussi. C'est fort possible. C'est fort Ouais. possible. Alors justement, j'ai retrouvé tout ce qu'ils sont venus chercher, les oignons de Madame Beignet, Oui. pain italien, du tabac brésilien. C'est un jeune Brésilien qui a vu, enfin, ils étaient plusieurs. Il a été réveillé par sa maman qui poussait des grands cris et tas de gens qui poussaient des grands cris parce qu'ils avaient aperçu un objet se poser. Et lui avait décidé d'aller voir cet objet de plus près et est sorti de cet objet une créature étrange et qui semblait surpris par le fait qu'il fumait. Il avait une cigarette et il avait lancé son paquet de cigarettes vers la créature et la créature a simplement, en posant sa main au-dessus du paquet, que le paquet a été comme aimanté, comme ça. Et voilà. Ils ont des pouvoirs, hein, ces gens-là, quand même, hein. Il avait l'air très intéressé par les cigarettes des humains. Mais bon, ça lui a pas porté chance au jeune Thiago Macado, là, Oui, de 19 ans, parce qu'il a eu des effets secondaires assez pénibles après cette oui, histoire. absolument, absolument. Oui, parce que il y a eu à un moment donné un rayon qui est sorti de cet objet qui l'a frappé à la jambe et sa jambe a enflé de façon inquiétante. D'ailleurs, au début, on a même pensé qu'il avait été mordu par un cobra, en fait, tellement la jambe était enflée. Et il a vécu des périodes d'asthénie, hein, c'est-à-dire de faiblesse. Mais bon, après plusieurs traitements, il a fini par, par guérir de tout ça, heureusement. Tu as un chapitre sur les aliens et amérindiens, une histoire Mm. commune avec l'Amérique du Nord et les Star People et l'Amérique du Sud et les dieux celtes. Mais
On va tout passer aux autres. J'étais un peu frustré Ouais. parce que c'est un de mes chapitres, c'est un de mes chapitres préférés. Il y en a plusieurs, et parce que ce serait un livre qu'il faudrait écrire sur les Amérindiens et les Star People. C'est-à-dire que lorsqu'on se promène dans les réserves d'Amérique du Nord ou partout en Amérique du Sud, hein, où l'Amérique du Sud est très amérindienne. Et lorsqu'on discute avec eux, pour eux, euh, la réalité d'être venu d'ailleurs est complètement banale. C'est-à-dire, au nord, on les appelle les Star People, le peuple des étoiles, et ils vous racontent que de toute façon, ces histoires sont transmises de génération en génération et qu'ils sont là, et ils sont très très étonnés que ça nous étonne. Voilà. Il y a quelque chose dans la cosmogonie de toute façon amérindienne et dans leur oralité. Les êtres venus d'ailleurs ont une place prépondérante, hein. Oui. C'est très étonnant. Pour nous en Occident, ça nous paraît complètement farfelu, effrayant, bizarre, incongru. Enfin, je peux te dire vraiment que pour les Amérindiens, j'ai passé du temps un peu dans le nord ou dans le sud, c'est d'une banalité sans nom et ça fait partie du quotidien. Ils parlent de leurs rencontres comme ça, extrêmement décontractées. Et voilà. Alors, dans ton dernier livre, tu avais marqué ton livre OVNI, sommes-nous en danger? Tu avais inventorié les effets délétères des rencontres avec des extraterrestres. Et là, dans celui-là, tu as un chapitre OVNI et entité guérisseuse. Et ça, c'est sympa. Oui, oui, parce que c'est vrai que le livre précédent, j'ai toujours, en fait, mes trois livres ont collé à l'actualité. C'est-à-dire que le premier, c'était voilà, OVNI, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas. C'était au moment justement où le Pentagone avait rendu son rapport préliminaire de 9 pages. Donc je me suis dit, le Pentagone nous affirme aujourd'hui qu'il y a des objets voilà, dans notre ciel dont on ne sait rien, qui violent les espaces aériens d'ailleurs, hein. C'est pour ça qu'ils sont un peu dans des états de panique et de questionnement. Donc je m'étais penché en me disant, voyons voir, ouvrons la chronique et voyons voir s'il y a des cas dans le passé. Effectivement, je m'étais penché sur 12 cas, mais il y en avait beaucoup plus, qui a été un rapport rendu au magazine The Sun. Et ce rapport avait semé un peu d'effroi parce que, il y avait une annexe de ce rapport qui parlait justement des effets délétères qu'ont subis des témoins qui auraient assisté justement à l'atterrissage ou à la présence d'un objet non identifié posé sur le sol. Et alors, on nous a parlé de lésions cérébrales, de lésions nerveuses, de brûlures et de morts, hein. Donc c'est pour ça que j'avais posé la question. Le deuxième livre, c'était sommes-nous en danger? Vraiment, sommes-nous en danger? Est-ce que parfois il y a eu des cas comme ça, extrêmement dommageables pour ces témoins? Et j'ai toujours collé à l'actualité. Voilà. Mais là, il y a Et des miracles, parce qu'il y a un homme qui retrouve la vue, qui recouvre la vue. Enfin, je veux dire, c'est presque miraculeux, hein, ce qui se passe. alors donc, comme j'avais un peu, j'avais surtout traité de cas violents dans le Sommes-nous en danger, mais ceci dit, avec des témoins qui disaient la plupart du temps, euh, on n'a pas trop, à part peut-être les cas de Colares au Brésil, où il y a quelque chose qui est plus offensif, mais la plupart des témoins disant, en fait, j'étais au mauvais moment, voilà, au mauvais endroit, au mauvais moment, hein. Et comme je disais souvent à l'époque, si, de toute façon, si vous êtes par hasard derrière un Airbus qui décolle, il ne restera pas grand-chose de vous. Donc, il y a peut-être une technologie aussi de ces objets voilà, qui est extrêmement dangereuse pour nous humains. Et donc j'ai voulu, dans le troisième volet de ce triptyque, un petit peu nuancer, hein, le cri choral qui était, oui, parce qu'aujourd'hui, que ce soit, il faut savoir que ce soit le Pentagone, que ce soit la NASA, que ce soit l'Air Force ou que ce soit la Navy, la marine américaine, le mot d'ordre, c'est ce phénomène ovni représente un danger de sécurité nationale. Donc voilà, moi j'ai voulu juste nuancer et effectivement j'ai trouvé des cas absolument incroyables de personnes qui, face à un objet, ont guéri.
En Le- 96, il y avait un premier ouvrage de Preston Dennett qui avait recensé 100 cas de guérison. Absolument. Donc Ce monsieur déjà, a fait un travail absolument incroyable. Il avait sorti un premier livre, il traite de 100 cas de guérison. Et suite au succès de ce livre, en fait, il a reçu beaucoup de courriers et il a fait un update, hein, de ce livre, c'est-à-dire qu'il a fait une réécriture, un livre augmenté. Et il est passé, je crois, à, je ne sais plus, 300 cas. alors au neuvième chapitre de ton livre, tu as le bestiaire des créatures qui viennent d'autres espaces avec Oui, des... c'est-à-dire Oh, il y a... ce qu'on appelle les cryptides. Les cryptides, ça vient d'un terme qui a été créé par Bernard Revelmans, hein, qui était un naturaliste belge absolument magnifique, un de mes grands maîtres, en fait. Et Bernard Revelmans s'était intéressé aux animaux que la science n'a toujours pas découvert, hein. Ça vient du grec cryptos, qui veut dire caché. Et Bernard Revelmans a créé une science qui s'appelle la cryptozoologie. Voilà. Et ces animaux étranges, on les appelle des cryptides, c'est-à-dire justement des gens voient, hein, des créatures non conventionnelles, et ça s'appelle des cryptides. Et quelquefois, associés à ces apparitions d'objets volants non identifiés, on voit apparaître des créatures très très étranges. Un des cas les plus célèbres, c'est celui du Mothman à Point Pleasant, hein, où toute une ville a été sous l'emprise étrange, un drôle d'ambassadeur qui avait des ailes de chauve-souris de 3 mètres d'envergure. Et on a vu, après une vague impressionnante d'ovnis, on a vu cette créature. Voilà. Et on a énormément, énormément de témoins. On a des pompiers, on a des militaires, on a des pilotes qui l'ont vu. Et la ville a été prise d'une sorte d'angoisse, hein, une sorte de chape de plomb qui est tombée sur la ville, parce que quand on voyait cette créature, la plupart des témoins disaient qu'ils ressentaient une espèce d'angoisse, comme si c'était l'ambassadeur de, de choses terribles. Et en fait, ça s'est passé en décembre. Le pont qui reliait la ville de Point Pleasant, Point Pleasant, c'est une ville qui est bâtie au bord d'une grande rivière. Et il y a un pont qui s'appelle le Silver Bridge. Et ce pont, avant Noël, les gens allaient faire des courses pour Noël. Ce pont était rempli de voitures. Le pont s'est écroulé. Il y a eu quand même 41 morts. Donc, C'était en quelle et, année? et ce Mothman a totalement disparu. On l'a plus jamais revu. Je l'ai traité en détail dans mon livre précédent. C'était en Euh, quelle année à peu près? Il y avait déjà des téléphones portables pour pouvoir non, filmer. non, 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 pas du tout. Il n'y avait pas de téléphone portable. Il semblerait que ils se montrent moins maintenant qu'on a la possibilité de les prendre en photo ou en film. Oh, mais il y a aussi une chose, c'est que nos téléphones portables sont aussi, on a l'impression qu'ils sont de plus en plus sophistiqués, mais ils sont très peu efficaces. Vous avez qu'à essayer avec votre téléphone portable d'essayer de prendre des étoiles, la Lune, etc. Ça ne donne absolument rien. Il semblerait, je dis bien, hein, que ces objets ont parfois la vertu de se camoufler, c'est-à-dire on a beaucoup de cas de gens qui prennent une photo et soit l'appareil ne se déclenche pas et il n'y a rien sur la pellicule, rien n'est imprimé sur la pellicule. Donc, euh, vous aurez ce qu'on appelle une cape d'invisibilité. Et ça paraît pas du tout farfelu, puisqu'il semblerait aujourd'hui qu'une partie des militaires, des experts militaires, aient réussi à maîtriser cette technique-là. Alors, il y a aussi des robots, hein. Ils ont trouvé une créature robotique, puis un second robot qui... Alors ça, c'est pareil, ils auraient pu le filmer parce que c'est un robot quand même. Ah oui, mais alors là, ça s'est passé en 64. Ouais. Ouais, Ouais. c'est 64, c'est à Cisco Grove. Et filmé, c'est-à-dire, bon, il n'y avait pas de portable à l'époque, et là, on a un chasseur, et un chasseur qui chasse à l'arc. Donc, tu peux imaginer que de toute façon, il est plutôt en train de chercher du gibier avec son arc que avoir il n'y avait pas de portable à l'époque, il n'a pas de caméra, il n'a pas de. Voilà, ils vont chasser, ils ont juste un vêtement de camouflage, un arc, et puis voilà. Et puis il a été confronté absolument à des robots. Le pauvre a été extrêmement traumatisé. Il a dû trouver refuge dans un arbre, et ça a été très violent pour lui. Alors, tu termines ton livre avec 14 rencontres énigmatiques du troisième type, donc dans la fin de ton livre. Et finalement, ton catalogue, il part
1947, pas tout à fait, parce qu'on ne t'aborde pas Roosevelt, à 1976. Pourquoi tu t'es arrêté en 76? Pour qu'il y ait un livre qui suive derrière? Non, c'est parce que ce que j'ai fait, c'est que bah, tu as vu, en fait, mes chapitres, le premier chapitre, c'est les années 50. Je vais jusqu'aux années 2000, en fait. Mais Ouais. après, si tu veux, à la fin, c'est un petit, tout petit catalogue où je voulais, en fait, inventorier les formes les plus hallucinantes concernant ces ufonautes. C'est-à-dire que euh, il faudrait, de toute façon, pour être exhaustif, je sais pas, il faudrait 5 6 volumes énormes. Oui, Donc, mais peut-être que tu vas maintenant faire ce qui se passe après 76. Parce que je crois que vraiment, 76, hein. mais regarde, il y a toutes les années 80 dans le livre, il y a les années 90, on en a parlé, Virginia c'est 96, Oui, etc. Donc, 96, alors. Je me mais suis c'était c'était juste pour faire un catalogue, si tu veux, parce que de montrer la diversité, cette giboulée, comme je le dis, cette giboulée d'être complètement non conventionnel, baroque, sur lequel butent hein, euh, toutes nos possibilités de reconnaissance. Donc, c'était juste dresser une sorte de bestiaire, entre guillemets, cosmique hein, de ce qu'ont vu tous ces témoins autour du monde. Ce que je voulais savoir, Egon, c'est est-ce que tu vas faire la suite? Parce que moi, je vois qu'il y a quand même une progression dans tout ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis l'an 2000, quoi? Les 20 dernières années, presque 24, parce que voilà, ça serait bien que tu fasses la suite. Je te donne du travail à faire. Ben voilà, du boulot, il y a toujours du boulot. De toute façon, Ouais. ce périple en terre ovni est très long, toujours très long, et il y a encore beaucoup, beaucoup à parcourir. Hein. Et tant mieux parce que c'est fascinant, c'est extrêmement intéressant, et puis c'est dynamisant. Enfin, en tout cas pour moi, ça, c'est une façon aussi de réenchanter mon quotidien. Est-ce qu'il y a des actualités très récentes sur Oui, des phénomènes? de toute façon, depuis la publication de l'article du New York Times, hein, le 16 décembre 2017, c'est une pluie de nouvelles. Hein, ça n'arrête pas. C'est incessant, comme si on avait ouvert un peu la boîte de Pandore et que voilà, aujourd'hui, les ovnis sont au cœur de notre actualité et de notre débat public. Je te remercie beaucoup, Egon, et puis bah, à très bientôt. Ben Merci. oui, avec plaisir. Et puis tu prends soin de toi. Ouais, bah toi aussi. Et ta maman, je vais couper. Écoute. Et puis bah, pareil pour tous les auditeurs, les auditrices, voilà, extrêmement important. La chose la plus importante, c'est de prendre soin de soi. Et si jamais on en voit un, on le prend en photo, on essaye tout du moins. Voilà, vous me faites une belle photo. Une belle photo. Je t'embrasse. Bisous, Moi bisous. aussi, gros bisous. Gros bisous. Raccroche.